Alors, sans plus tarder, on va commencer, tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Hélène Robert. Je suis la directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers AMA Québec et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Jessica Costanzo-Yanez. Jessica, elle est la spécialiste principale en immunologie érythrocytaire. Et on est vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour la formation sur le programme de sang rare. C'est donc aujourd'hui, le 21 juin, qu'on lance à AMA Québec le programme de sang rare. La présentation va être divisée en deux portions. Donc, Jessica va commencer par vous parler de ce que c'est un sang rare et par la suite, je vais vous parler du programme qui a été développé pour être capable d'optimiser notre banque de sang rare à AMA Québec. Alors, sans plus tarder, Jessica, je te passe la parole. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle, comme Marie-Hélène m'a présenté, Jessica Constanzo. Je suis le spécialiste principal en immunologie érythrocytaire. C'est un plaisir d'être ici avec vous pour parler de notre monde, le sang rare. Quelle est la définition d'un sang rare? Alors, le phénotype rare est défini par l'absence de l'expression d'un antigène érythrocytaire d'autres fréquences. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la majorité de la population possède l'antigène et lorsqu'il lui est absent, là, il est considéré sang rare. Donc, il est considéré quand la fréquence est plus petite que 11 sur 1000. Ce qui est très intéressant dans les sangs rares, qu'il est souvent associé à l'origine ethnique d'un individu. Donc, il y a certains sangs rares qui ont trouvé dans une ethnie spécifique. Aussi, on peut considérer aussi une personne avec un sang rare lorsqu'il y a une combinaison phénotypique. Alors, je vous donne l'exemple, la combinaison phénotypique du R1-R1, donc grand E nègre, petit C nègre, plus d'FMB-, parce que le phénotype d'FMB- est trouvé plus dans la population noire. Donc, quand on ajoute les R1-R1 ou les R2-R2, c'est les grands C, petit E nègre, ou PTR-PTR dans les Rh négatifs, cette combinaison aussi peut être considérée aussi en sang rare parce que je l'ajoute aussi avec les FMB-. Comment est-ce qu'on peut trouver une personne qui est en sang rare? Donc, il y a deux façons, deux catégories des analyses qu'on peut faire, qu'on peut trouver quelqu'un qui est en sang rare. La première que vous utilisez, que vous connaissez bien, c'est la recherche d'anticorps irrégulière, qui consiste à faire la recherche des anticorps dirigés contre les antigènes érythrocytaires. Donc, un sang rare peut être découvert à partir de cette recherche. Quand est-ce que vous pouvez faire cette analyse-là? Lors d'un suivi d'une femme enceinte ou une femme qui a déjà eu une grossesse antérieure. Donc, à ce moment-là, elle a été alluminisée. Un patient aussi ayant reçu une transfusion sanguine antérieure. Attends un petit peu, Jessica, je vais fermer le micro de... Voilà. Bon, donc lorsqu'une femme enceinte sera suivie d'une grossesse, une femme qui a eu une grossesse antérieure qui peut avoir été alluminisée, un patient qui a reçu une transfusion sanguine, ou aussi dans un bilan de post-accouchement aussi, ou aussi une personne qui va avoir une chirurgie et que pour X raison, il y a une demande d'un bilan sanguin, il y a des échantillons qui arrivent à la banque de sang pour faire une recherche d'anticorps et on peut trouver. Les deuxièmes moments qu'on peut trouver aussi, c'est à partir du phénotype. Donc, portez en attention à la banque des sangs lorsque vous faites les phénotypes pour des patients. Alors, je vous donne deux exemples de phénotypes rares qu'on peut trouver. Quand je dis facilement, ça veut dire que vous pouvez le trouver aussi dans une banque de sang. C'est les phénotypes rares, les R', R', c'est les D négatifs, grand E nègre, petit C nègre. Quand il est accompagné avec ces trois phénotypes, c'est du sang rare. Et aussi les D nègres, donc ça veut dire RHD négatif, grand C, petit E nègre, qu'on appelle les R secondaire. Et aussi, vous pouvez trouver si une personne est grand S nègre, petit S nègre, ça c'est aussi un phénotype rare. Et c'est sûr que quand une personne a
a ce phénotype-là, on doit déterminer si elle est U négative ou U vert. On peut les déterminer seulement par les génotypages qui est fait ici à Héma-Québec. Ici, je vous montre comme un tableau très représentatif de la fréquence de certains phénotypes rares liés avec l'origine ethnique. Alors, vous pouvez remarquer, dans les hispaniques, on trouve les Diego B négatifs. En passant, je suis d'origine hispanique, mais je suis Diego B positif. Les caucasiens, donc on a une série, les KPB, les VEL, Celano, Lan, Gabich, -2, -3. Les JKM à moins, bien moins, ça c'est très, très, très rare qu'on trouve plus dans la population de l'île Pacifique en Asie. Les Noirs, c'est très intéressant. Il y a plusieurs qu'on peut trouver dans cette population. Exemple, les Raleigh, les HY, les GOAX et les Joseph. Dans la population japonaise, Asie, c'est les JRA, c'est bien présent dans cette population-là. Et les pelles, que c'est très typique du Québec. Ça, c'est un sang rare qui était vraiment identifié ici au Québec, donc dans les Canadiens français. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir la représentation du sang rare dans la population issue d'un groupe ethnique. Alors, juste pour vous démontrer les nombres de demandes de sang rares qu'on a livrées dans un centre hospitalier pendant la période de 2022 à 2023, donc 18 mois, nous avons envoyé en moyenne 3 unités par mois. Bien entendu que quand on voit les chiffres 3, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais un patient peut recevoir jusqu'à 3 unités d'un seul type de sang rare. Alors, c'est sûr que tant qu'on envoie, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas beaucoup d'envois, mais juste qu'on a un cas qui peut commencer à avoir besoin, on peut même envoyer plus que 3. Alors, c'est cyclique. C'est sûr que si c'est un patient qui a des complications, donc on peut risquer d'avoir encore envoyé plus d'unités rares pour ces patients-là. Donc, les dons, juste pour vous montrer les dons qui ont été distribués entre 2022 et 2023. Donc, vous voyez, c'est très représentatif, c'est très variable au niveau du groupe ethnie. Donc, nous avons les Gabich, les Tigia, les Diego B qui ont envoyé à la Société canadienne du sang, les Joseph, les Pétieux faibles. Vous pouvez remarquer qu'à côté du luthéran-B, c'est les LUB négatifs. On a 2 types de phénotypes qui ont été envoyés. Ça, c'est vraiment des combinaisons. Vous voyez qu'il y a du R1, R1 de famille B-. Tout à l'heure, je vous ai mentionné qui est considéré aussi comme un sang rare. Et le deuxième, c'est les R2, R2 de FIA-JKB. Parce que cette combinaison-là, quand c'est ensemble, peut devenir un sang rare parce qu'on n'a pas beaucoup de donneurs connus avec ces phénotypes. Et vous voyez aussi les secs, les U variants. Donc, quand on voit ces tableaux-là, on peut aller déterminer à quel type de groupe ethnique qu'on a envoyé. Et vous voyez aussi dans les KPB, on a envoyé aussi 3 unités à la Société canadienne du sang. On peut plus, dans d'autres diapositives, je vais rentrer plus en détail avec les sangs qui étaient envoyés à nos collègues à la Société canadienne du sang. Donc, les sangs rares plus rares livrés, bien, les sangs plus rares livrés, excusez-moi, livrés dans cette période, c'était les secs et les Gabich -2 qui a été livré en centre hospitalier. C'était 2 patients que nous avons eus pendant cette période-là on a eu besoin d'envoyer du sang. Alors, nous sommes aussi à l'abri de collaborer avec la Société canadienne du sang lorsqu'ils ont besoin d'un sang rare qu'ils n'ont pas dans leur inventaire. Ils nous contactent. Donc, effectivement, nous avons envoyé en 2022, nous avons envoyé 3 unités dans les O négatifs, KPB négatifs. Déjà, cette combinaison, les KPB négatifs, déjà connus comme un sang rare, mais on ajoute aussi les O négatifs. Nous avons envoyé parce que la Société canadienne du sang, au moment qu'ils ont eu besoin pour une de leurs patientes, il y avait seulement un donneur, mais les donneurs n'étaient pas éligibles en don de sang. Donc, nous avons collaboré, on a envoyé 3 unités à la CBS et, excusez-moi, à la Société canadienne du sang. Et actuellement, à Héma-Québec, nous comptons seulement avec 3 donneurs. Alors, c'est sûr que pour nous, à Héma-Québec, c'est quand même, qu'il soit un patient au Québec, qu'il soit un patient
hors Québec, c'est ton patient. Alors, il n'y a pas de frontières, malgré qu'on est dans les mêmes pays, mais on n'a pas de frontières, les besoins d'un patient. On sang rare, c'est on sang rare et on va donner de l'aide s'il y a d'autres centres qui ont besoin. Et en 2023, on a envoyé une poche, un kilo du R2, R2, Diego B négatif, qui c'est aussi rare. Déjà, les Diego B plus la combinaison avec les grands C pétilleux nègres. La société, excusez-moi, je mélange société avec Canadian Blood Service. La Société canadienne du sang n'avait aucun donneur dans leur banque, donc ils nous ont contactés et nous avons envoyé une unité. Quand nous avons un type de demande comme ça, on peut envoyer soit du sang en état frais ou soit dans l'état congelé. Et tout ça, quand on est avisé, on peut aussi faire appeler des donneurs pour envoyer l'unité dans l'état frais. Et si, disons, qu'on n'a pas les temps, on peut l'envoyer dans l'état congelé. Donc, c'est une entraide vice-versa. Si nous aussi, on a besoin, on peut aussi faire appel à la Société canadienne du sang. Alors, quel est notre inventaire présentement à Héma-Québec dans la Banque des sangs rares? Nous avons environ 2100 unités qui sont congelées présentement ici à Héma-Québec. Il n'est pas oublié que dans notre réserve de sang, il y a certaines unités qui sont congelées qu'au moment qu'on les décongèle, sa date de péremption est de 7 jours. Il ne faut pas oublier non plus que dès qu'on décongèle une unité, les unités ne peuvent pas être récongelées. Donc, quand nous avons une demande, il y a tout un suivi qui est fait avec les centres hospitaliers pour s'assurer que la demande est vraiment nécessaire parce qu'une fois qu'on le décongèle, on ne peut pas réutiliser les produits. Donc, s'il n'est pas utilisé au patient, il doit être mis à la poubelle. C'est sûr qu'au niveau de la congélation, de la glycérolysation d'un sang rare, on ajoute un agent de cryopréservation qui s'appelle les glycérols. Et une fois qu'on a besoin de déglycéroler ces produits-là, on doit procéder à la déglycérolysation. Donc, ça veut dire on va enlever les glycérols. Nous avons de la saline, de la destrose, qui ce sont des produits qui sont utilisés pour bien s'assurer d'éliminer toutes les glycérols qui étaient présents au globule rouge pendant que les produits étaient congelés, parce que les glycérols va maintenir vraiment la viabilité du globule rouge. Par contre, il faut vraiment le laver. C'est sûr que les temps pour la décongélation, pour la déglycéralisation, est d'environ 2h30. Par contre, il faut quand même tenir en considération les temps, bien, c'est les temps de 2h30 plus les transports qu'il faut envoyer. Donc, il faut vraiment compter tout ça lorsque vous avez une demande de déglycéralisation d'un sang rare. Et aussi, il peut avoir aussi un délai supplémentaire parce que à Héma-Québec, nous offrons le service 24 heures sur 24. Pendant la semaine, jour et soir, on a un technicien sur place qui est prêt à procéder à la déglycéralisation. Par contre, la nuit et la fin de semaine, les techniciens sont sur appel. Alors, il faut compter ça lorsque vous avez une demande de sang rare. Actuellement, nous avons 2 inventaires de produits qui ont été glycérolés par les circuits qu'on appelle les circuits ouverts, ce qui fait en sorte que quand on procède à la déglycéralisation de ces produits-là, la péremption est de seulement 24 heures parce qu'il était glycérolé dans un circuit ouvert. Et nous avons la 12e technique qu'on appelle la glycérolysation en circuit fermé. Dans les cas de cette technique-là, la péremption du produit post-déglycérolysation est 7 jours. C'est sûr que nous avons de plus en plus un inventaire avec une date de péremption à 7 jours, mais nous avons également des unités qui sont avec une date de péremption de 24 heures. C'est sûr qu'à de fur et à mesure, on essaie de passer les unités qui ont une péremption de 24 heures pour vraiment tenter d'éliminer ces unités-là qui ont été congelées avant que la technique avec une péremption de 7 jours soit disponible à Héma-Québec. Donc, quand nous avons demande, il y a tout aussi une évaluation qu'on fait, lesquelles qu'on va envoyer. Bien entendu que quand nous avons des régions qui sont très éloignées, on va privilégier les unités qui ont péremption de 7 jours.
Comment est-ce qu'on découvre un sang rare? Donc, tout à l'heure, j'ai parlé concernant les analyses qui sont faites dans une banque des sangs, mais il y a aussi les analyses qui sont faites ici à Québec. Pour commencer par un donneur des sangs, lorsqu'un donneur des sangs fait un don, c'est sûr que tous nos donneurs de la communauté noire, nous procédons au génotypage pour tenter de trouver du sang rare, parce que nous avons un programme à Québec qui cible les donneurs de la communauté noire. Aussi, on analyse les génotypages de façon, c'est des routines, soit les noirs ou les donneurs qui sont issus d'autres groupes ethniques. On les analyse aussi parce qu'on peut aussi trouver du sang rare. Et on analyse aussi les donneurs qui ont été analysés de façon routinière pour autres types de phénotypes et on va aussi les analyser pour les génotypages. Donc, vous voyez, on a vraiment un bassin très intéressant de donneurs qu'on peut trouver ayant un sang rare. Et par la suite, on a les patients que vous, qui travaillez dans une banque des sangs, qui nous envoient les échantillons. Lorsqu'il y a un anticorps qui est découvert dans une banque des sangs et vous n'êtes pas capable d'identifier, vous nous envoyez à notre laboratoire de référence à Québec. On peut trouver un sang rare dans ces types d'analyses ou aussi on peut avoir un patient qui après la recherche d'anticorps, il n'y a pas un profil d'un sang rare, mais les patients est envoyé pour analyser au génotypage et on peut trouver aussi à partir du génotypage. Donc, ça ne veut pas dire que les patients ont développé l'anticorps, mais on l'a trouvé à cause du génotypage parce que les génotypages que nous analysons ici à Québec, on peut identifier 12 phénotypes rares. Alors, c'est très intéressant d'analyser soit les patients ou les donneurs à partir du génotypage pour en trouver des individus ayant un sang rare. Ici, vous voyez vraiment toute la quantité de demandes qui ont été référées ici à Québec par la période de 2021 à 2022. Donc, nous avons reçu 4 913 requêtes de patients référés. Toutes ces requêtes-là, c'est vraiment pour inclut toutes les analyses que nous faisons ici au laboratoire des références, soit les analyses d'immunologie rétostère aussi HLA et plaquettaire. Et aussi, vous voyez la quantité de poches de kilos phénotypiques qu'on a envoyées au centre hospitalier qui possèdent des phénotypes de tout type que vous pouvez nous demander. Ça représente à 25 396 poches livrées par cette période. Alors, quand on parle des phénotypes, c'est vraiment des phénotypes très variables. Ce qu'on compte beaucoup dans ce type d'envoi, c'est toutes les poches phénotypées, surtout qu'on envoie pour nos patients atteints d'anémie falciforme, que cette population aussi a un phénotype très particulier aussi. Une fois qu'on trouve un patient ou une personne qui a un sang rare, nous avons certaines contraintes pour pouvoir convertir cette personne-là à un donneur de sang. Alors, je cite quelques conditions, surtout pour un patient qui peut impacter un peu un problème pour qu'on puisse faire que cette personne-là devienne un donneur. Exemple, lorsqu'on trouve une patiente qui a un sang rare, lorsqu'elle est enceinte, c'est sûr qu'il faut attendre 6 mois post son accouchement pour qu'elle puisse devenir une donneuse. Donc, il faut qu'on attende. Par la suite, on peut trouver aussi un patient mineur. Donc, à ce moment-là, les patients mineurs ne peuvent pas devenir un donneur, mais on fait quand même la sensibilisation parce que lorsque son état de santé ou lorsque son âge le permet, cette personne-là peut devenir aussi un donneur. Et nous avons l'autre catégorie de patients qui sont sur une médication ou qui ont une condition clinique qui fait en sorte qu'il ne peut pas donner ou qui peut retarder l'éligibilité de cette personne-là. Alors, ou qui jamais pourra donner du sang. Exemple, si on trouve un patient qui est atteint de cancer, ça veut dire que cette personne-là jamais pourra donner du sang. Par contre, si on a un cas dans une situation d'un patient comme ça, on a aussi l'étude familiale qu'on peut faire. Par contre, pour l'étude familiale, on peut avoir aussi des contraintes parce qu'il arrive que la famille, les patients, la famille du patient n'est pas ici au Québec. Parce que, comme je vous ai dit, le sang rare, c'est bien trouvé
dans des groupes ethnies. Donc, il y a des patients qui ont immigré ici au Québec, mais n'ont pas de la famille ici. Donc, ça, ce sont des contraintes que des fois, on n'est pas capable de faire l'étude familiale parce que la famille, il n'y a pas, excusez-moi, parce que le patient, il n'y a pas de famille aussi au Québec. Concernant les projets pilotes que nous avons débutés depuis décembre 2021, nous avons trouvé, c'est vraiment très, très intéressant qu'entre les périodes que nous avons commencé les projets pilotes avec 9 centres hospitaliers, nous avons trouvé 16 patients avec un sang rare. Donc, c'est vraiment on a vraiment été vraiment très content de trouver 16 patients parce que c'est très variable aussi les types de sang rares que nous avons trouvés, donc de 2021 jusqu'à mai 2023. Vous voyez, nous avons trouvé du U négatif, que ces sangs rares-là est vraiment très représentatif seulement dans la population noire, ce qui représente à 1% dans la population noire. Les U verts aussi, c'est un sang rare aussi trouvé exclusivement dans la population noire. Nous avons trouvé un patient. Les lutérans B, nous avons trouvé 3 patients très représentatifs dans la population caucasienne, donc 0,2%. Les petits cas ou les Célano, nous avons trouvé un, très représentatif aussi dans la population caucasienne, 0,2%. Les JSB, qui est aussi très représentatif dans la population noire, 1%, on a trouvé un donneur. J'attire votre attention, les 2 patients que nous avons trouvés qui ont été identifiés de famille B-. C'est sûr que ces phénotypes-là en partant, il est trouvé vraiment seulement plus représentatif dans la population noire. Ça représente à 68%. Peut-être vous pouvez poser la question, mais comment est-ce qu'on va dire qu'il lui, il est en sang rare? Lui, il va être considéré sang rare parce que dans ces cas ici, ces patients-là ont développé les anti-DEF3. En plus, plusieurs autres allo-anticorps, ce qui fait en sorte que la recherche de sang pour ces patients-là peut devenir compliquée parce qu'il faut vraiment aller chercher du DFMB- plus tous les antigènes négatifs contre l'allo-anticorps que les patients ont développé à cause de la présence du DEF3. Parce que quand une personne a un anti-DEF3, il faut les transfuser seulement du DFMB-. On est obligé de les transfuser ces types de phénotypes. Par la suite, on a trouvé les phénotypes que je pense que dans ma carrière, peut-être ça va être les seuls que je vais le voir. C'est les JKA-B-, que c'est les JK nuls. On a trouvé un patient avec ces phénotypes-là. Il est vraiment très représentatif seulement de la population, les Polynésiens, c'est 0,9% seulement. Mais on a eu de la chance de trouver un patient avec ces phénotypes-là. On était vraiment très, très contents de le trouver à l'aide du centre hospitalier, bien sûr, aussi. Et les Cartwright, ça représente aussi à 0,3% plutôt dans la population caucasienne. Et les JOA, 2 patients, c'est aussi un antigène rare trouvé plus dans la population noire, que ça représente à 1%. Alors, pour ceci, on a vraiment la nécessité de renouveler notre banque de donneurs de sang rares. Elle est très importante. Et comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? En augmentant toutes nos analyses qu'on fait de nos donneurs et patients. Et aussi, c'est sûr qu'actuellement, je vous donne l'exemple de quelques sangs rares on a vraiment une faible quantité ici à Emma-Québec. Donc, vous allez remarquer que ces types de phénotypes, c'est vraiment représentatif dans un groupe ethnique. Exemple, les SEC-neg, c'est les H46, est trouvé vraiment dans des individus noirs africains. Il est présent dans 100% de la population, ça veut dire qu'il est positif, mais on a minoré les individus noirs africains qu'on peut en trouver, donc nous n'avons pas beaucoup de donneurs avec ces phénotypes rares. Par la suite, on a les phénotypes qu'on appelle D-D-. C'est les D positifs et négatifs pour tous les autres phénotypes, les grands C, grands E, petit c, petit e. Celui-là, il est tellement très rare. Il est présent dans 100% de la population, mais actuellement, on a vraiment très
une faible quantité de donneurs avec ces phénotypes. Et par la suite, nous avons celui les JKA-B-. C'est très rare dans la population caucasienne. On peut trouver 9 sur 1000 dans les Polynésiens. Alors ça, c'est un autre phénotype très, très rare. Et on a aussi les Bombay. Les Bombay, bon, il était découvert en Inde. En Inde, sa fréquence est 11 sur 10 000 et dans la fréquence caucasienne, c'est 1 sur 1 million. Alors, vous pouvez remarquer que c'est vraiment un défi d'avoir plus de donneurs de certaines communautés pour en trouver encore plus de sang rares pour augmenter notre banque ici à Québec. Donc, les buts du programme de sang rare est de permettre d'augmenter les nombres et la diversité de notre banque. Ça fait vraiment une banque très ciblée avec des groupes ethniques. À ces moments-là aussi, on va accroître les bassins de donneurs connus au Québec. On va aussi augmenter la disponibilité de donneurs lorsque nous avons besoin de faire appeler parce que, comme je vous ai dit, il arrive des situations que on a une quantité X de produits qui sont congelés en inventaire, mais on peut aussi faire appeler des donneurs pour avoir des unités fraîches, pour donner plus de latitude au centre hospitalier pour gérer cette unité-là, à cause que lorsqu'on passe chez des congelés, il y a quand même une date de péremption à respecter. Et aussi, on va diminuer la gestion et les délais parce que, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, il y a quand même un délai, un temps pour la décongélation. Donc, en ayant ces 4 objectifs, ça va beaucoup nous aider à augmenter de plus en plus notre banque de sang rares ici à Québec. Pour terminer ma présentation, je voulais vous donner un cas très concret qui amène vraiment l'importance du programme de sang rares. Je vous explique. C'est un cas d'une patiente qui a été découverte avec un sang rare, les sangs rares, les SEC, S-E-P-C, les H46. La patiente a été découverte avec les sangs rares en 2014 à l'hôpital Sacré-Cœur. On l'avait découverte lors de son accouchement. Donc, quand les échantillons sont arrivés à Québec, nous avons procédé aux analyses. Bien sûr, la patiente a eu le temps de quitter et elle est partie. Au moment qu'on a fait les premiers contacts au centre hospitalier, on ne pouvait pas faire les suivis auprès de cette patiente parce qu'elle était déjà partie. Nous avons passé 7 ans pour que dans une nouvelle grossesse, en 2021, la patiente s'est présentée à l'hôpital Trois-Rivières pour son bilan sanguin prénatal. Et c'est là qu'ils ont vu que c'était une dame qui était connue avec un sang rare. Donc, c'était seulement en 2021. Donc, elle a débuté son bilan, son suivi prénatal à l'hôpital Trois-Rivières. Par la suite, elle a été référée à Saint-Justine parce qu'elle était considérée avec un suivi de grossesse avec un gare. Et à ce moment-là, c'est seulement en 2021 que nous avons pu convertir par après cette dame-là comme donneuse de sang. Donc, nous avons manqué exactement 7 ans pour pouvoir l'avoir dans notre base de données ici à Québec comme Sarah. Donc, ça illustre vraiment un beau cas pour donner la parole à ma collègue Marie-Hélène pour donner la suite de les buts de notre programme de sang rare. Alors, on ne veut plus avoir 7 ans à attendre pour qu'un patient qui a un sang rare devienne un donneur. Merci beaucoup. C'est mute, Marie-Hélène. Oui, merci beaucoup. Merci, Jessica. Très belle introduction sur le sang rare. Donc, avant d'aller plus loin, je veux simplement prendre le temps de dire que ce processus-là, ce programme-là qui a été créé, c'est venu de plusieurs collaborations. Puis, c'est vraiment important de les mentionner aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y a des gens du CHU de Québec qui sont là aussi qui écoutent la rencontre actuellement. Il y a eu une demande de leur part à un moment donné où est-ce qu'il y avait besoin de matériel. Ils nous demandaient
de collaborer avec eux pour être capable de rejoindre les donneurs, en fait, les patients qui avaient un sang rare et d'essayer de trouver une façon de les informer sur ce que c'était un sang rare. En 2019, il y a déjà de ça plusieurs années, on a démarré donc le projet qui était de développer du matériel, de développer un processus et ça s'est fait en collaboration avec plusieurs CH. Puis je veux mentionner aussi qu'à partir de décembre 2021, les centres pilotes qui ont participé avec nous sur l'élaboration du processus, il y a eu naturellement les 5 établissements du CHU de Québec, mais aussi le CHU Sainte-Justine, le CHUM, l'Hôpital général juif et l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, ce sont des gens qui ont collaboré. On a eu beaucoup de rencontres pour essayer de trouver la meilleure façon de justement bien attraper ces patients-là et d'être capable de les informer mieux sur le sang rare. Alors, le but du programme de sang rare, comme vous l'avez compris, c'est de développer un mécanisme de prise en charge des patients qui ont un sang rare au Québec. Il ne faut pas oublier qu'avant que ce programme-là existe, c'était Jessica qui est ici avec nous, qui essayait de rejoindre les patients, qui rejoignait les coordonnateurs de banque de sang pour avoir les coordonnées du patient pour être capable de faire l'étude familiale. Donc, c'était un processus qui était un peu improvisé à chaque fois et on perdait beaucoup de patients du radar parce que ces patients-là quittaient le centre hospitalier avant qu'on ait eu le temps d'avoir leur accord pour les contacter. Donc, c'est vraiment ça le but. Le but du programme, c'est qu'avec votre aide, on va assurer la prise en charge du patient qui a un sang rare et de sa famille dans le but de les sensibiliser à l'importance du don de sang, mais vous l'aurez compris, pour éventuellement aussi convertir ces personnes-là comme des donneurs de sang rare pour nous permettre d'enrichir la banque de sang rare et d'enrichir notre banque de donneurs de sang rare aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un donneur potentiel de sang rare est découvert? C'est une prise en charge en 5 étapes qui a été développée. Donc, les étapes en gris, ce sont les étapes qui sont effectuées par Héma-Québec et les étapes en rouge, ce sont les étapes qui vous concernent au centre hospitalier. On va voir chacune des étapes. Donc, la première, comme l'a bien mentionné Jessica, les services de laboratoire spécialisés d'Héma-Québec vont faire les analyses approfondies pour les patients que vous avez en centre hospitalier pour lesquels vous n'avez pas réussi des fois à identifier qu'est-ce que c'était l'anticorps qui était présent. Alors, en faisant les analyses spécialisées, on va se rendre compte que ce patient-là a un sang rare. Alors, la prochaine étape, c'est qu'on envoie ce résultat-là d'analyse au centre hospitalier demandeur et dans le rapport de résultats, tout en bas, il y a une zone qui s'appelle « Information additionnelle » dans laquelle on vous indique que ce patient-là a un sang rare. Donc, c'est la première, c'est dans le fond la première fois qu'on vous informe, c'est vraiment à travers le résultat des analyses qu'on a faites à Héma-Québec. Et habituellement, quand il y a un sang rare qui est découvert et que le patient a besoin de transfusion, il y a déjà des communications qui prennent place entre le laboratoire de référence à Héma-Québec et le médecin traitant du patient. Donc, une fois qu'on identifie justement ce sang rare-là, il y a également un courriel qui va venir du laboratoire de référence. Ce courriel-là va être adressé aux chargés de sécurité transfusionnelle qui sont responsables de votre centre, ainsi qu'au directeur médical. Et ce que ça dit, ce courriel-là, c'est qu'on a identifié à Héma-Québec un patient qui a un sang rare. On vous indique, on vous met dans le fond le rapport pour que vous voyez c'est quoi le sang rare qui a été identifié. Et on vous demande, si possible, de faire le nécessaire pour inclure ce patient-là au programme de sang rare d'Héma-Québec. Donc, l'étape 3 maintenant, c'est le médecin qui va informer le patient comme quoi il a un sang rare. Donc, lors de sa prochaine visite au patient ou si le patient est hospitalisé dans votre centre hospitalier, ça pourrait être le directeur médical, ça pourrait être le médecin traitant, ça pourrait être un autre professionnel de la santé. Donc, l'important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ait la discussion avec le patient pour l'informer qu'il a un sang rare. Et là, une fois que la rencontre a lieu,
on vous demande de compléter le formulaire de programme de sang rare, donc un formulaire de consentement sur lequel on va retrouver plusieurs informations qui vont nous permettre de contacter le patient par la suite. Alors, ce que ça dit exactement comme consentement, c'est qu'en signant ce formulaire de consentement, vous autorisez Héma-Québec à vous contacter pour discuter du programme de sang rare et de l'étude familiale. C'est vraiment la chose qui est très simple finalement. On veut simplement avoir l'opportunité de pouvoir connecter avec ces personnes-là et de leur faire l'étude familiale. Donc, il y a des champs à compléter et tous ces documents-là, je vais vous en parler à la fin. Le défi de la conversation sur le sang rare. On a Jessica qui a eu une grande expérience dans le passé sur les conversations justement avec des patients. Et ce qu'elle nous a donné comme point important qui est ressorti de ces discussions, c'est qu'il faut y aller de manière très simple. Donner des fois des images, comme par exemple un champ de fleurs blanches, mais qu'une seule fleur est rouge dans le champ. Donc, cette fleur rouge-là, c'est le sang rare, c'est vous. C'est une manière pour eux de visualiser un peu qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un sang rare parce que on ne commence pas à leur parler de phénotype en particulier, là, ça les mélange, puis ça ne leur dit pas grand-chose finalement. En deuxième lieu, il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'ils sont O négatifs, ils ont un sang rare. Donc oui, c'est un sang qui est intéressant, le sang O négatif, mais quand on parle de sang rare comme ici, qui est une personne sur 1000, le sang O négatif, ce n'est pas considéré comme un sang rare. Il faut aussi expliquer l'importance pour ces gens-là de devenir des donneurs de sang. Qu'est-ce que Héma-Québec fait avec le don qui est prélevé? Donc, parler un peu du fait qu'on congèle ces unités de sang-là parce qu'elles sont très précieuses et qu'elles pourraient être utiles pour des patients autant au Québec qu'à l'international. Parler de l'étude familiale, c'est vraiment important pour essayer de trouver des membres de la famille qui ont le même sang rare. Et ils ont parfois des questions aussi d'inquiétude, je dirais, par rapport au fait que s'ils vont en voyage, qu'est-ce que ça implique si j'ai besoin de transfusion. Donc, c'est important de les rassurer comme quoi que peu importe où ils se trouvent dans le monde, ces personnes-là, avant de recevoir quoi que ce soit, il va y avoir des analyses qui vont être faites, qui vont permettre de transfuser du sang qui va être compatible. L'importance du don allogénique, c'est important de le mentionner parce que la plupart des gens qui ont un sang rare, ils pensent, au début, ils pensent à leur sécurité à eux-mêmes. Donc, ils veulent s'assurer qu'il va y avoir du sang pour eux si jamais il arrive quoi que ce soit. Alors, ils sont tentés de demander s'ils peuvent faire un don autologue. Il faut comprendre que le don autologue, c'est utile uniquement lorsque le donneur ne respecte pas des critères pour un don allogénique. Donc, ça se voit parfois lorsque, par exemple, une femme est enceinte, qu'elle a un accouchement pour lequel on aimerait avoir du sang en réserve. Donc, s'il n'y a pas d'autres donneurs, s'il n'y a pas d'autres sang de disponibles, on va prioriser le don autologue à ce moment-là. Mais il ne faut pas oublier que ce sang-là ne peut être utilisé que par cette personne-là. Il ne peut pas être utilisé pour une autre personne. Tandis que le don allogénique, c'est vraiment l'option la plus facile pour tout le monde pour nous permettre une meilleure gestion et être en mesure de combler toutes les demandes de sang rare. Les gens qui font un don allogénique ont un grand sentiment d'altruisme et vous le savez, on a besoin de donneurs de sang frais. Donc, ces gens-là qui acceptent de devenir un donneur allogénique, on va pouvoir également, dans le futur, les appeler si jamais on a besoin d'un sang qui pourrait être viable pour plus de 7 jours. Comme l'a expliqué Jessica, les sangs congelés, c'est bon seulement 7 jours. Donc, une fois que le consentement est signé par le patient, on vous demande de nous acheminer rapidement ce consentement-là via courriel ou par télécopieur. Vous avez le choix entre les deux. Donc, le consentement arrive à Héma-Québec par le service à la clientèle donneur. Donc, une fois que ces gens-là qui sont dans cette équipe-là reçoivent le consentement, soit par boîte courriel ou par fax, ils vont envoyer au patient un accusé de réception. Donc, ici, on a un exemple à gauche de ce qui est envoyé au patient. Donc, on va accuser réception, on va les inviter à lire ou à relire les guides qu'on va ajouter en pièce jointe au message.
On va aussi parler de l'étude familiale. Alors, on les invite, s'ils ont des frères et sœurs qui seraient peut-être intéressés à participer à l'étude familiale, de faire suivre ce mail-là, ce courriel-là, qui a déjà les pièces jointes qui peuvent être utilisées par les frères et les sœurs pour nous contacter en même temps. Donc, à droite, on a un exemple de ce qu'on envoie aux frères et sœurs. Donc, une fois que le patient a fait suivre l'information à son frère et à sa sœur et qu'eux nous ont manifesté de l'intérêt pour faire l'étude familiale, on va leur écrire, on va accuser réception de leur courriel et on va leur dire qu'on va communiquer avec eux rapidement pour la suite. Donc, la suite, c'est un appel. Donc, à gauche, l'appel initial au patient. Les gens du service clientèle d'honneur commencent par remercier le patient. Ils valident avec eux s'ils ont des questions en lien avec le sang rare. Ils vont aussi valider en même temps son éligibilité à donner du sang et son intérêt à donner du sang, parce que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à donner du sang. Et en même temps, ils vont vérifier, s'ils n'ont pas l'information, s'il y a des frères et sœurs qui seraient disponibles pour l'étude familiale et vérifier d'ailleurs si c'est des gens qui sont locaux ou qui sont à l'extérieur du Québec ou du Canada. Donc, si le patient est éligible, qui est intéressé, on va donc lui donner un rendez-vous pour un don de sang dans cet appel-là et automatiquement, ce patient-là va pouvoir venir donner du sang dans le fond, dans le futur. Pour ce qui est de la fratrie, donc à droite, même chose, donc on remercie, on va valider s'il y a des questions qui demeurent avec le sang rare, on va valider son éligibilité et son intérêt à donner du sang, mais dans le but pour lui de découvrir s'il y a aussi un sang rare. Donc, si cette personne-là est intéressée et elle est éligible, on va donc lui donner également un rendez-vous pour le don de sang. Et c'est à partir de ce don-là qu'on va faire les analyses pour déterminer la présence d'un sang rare et qu'on va leur communiquer par la suite. Si par contre la fratrie est temporairement non éligible pour n'importe quelle raison, on pourrait également faire un prélèvement pour vérifier la présence d'un sang rare. En collecte, donc ces personnes-là se présentent en collecte et avant de les envoyer en collecte, il faut savoir qu'on va mettre un code dans leur fiche de patient, dans leur fiche de donneur Progesa qui va indiquer qu'il fait partie du programme de sang rare. Et également, il y a un code pour la fratrie qui permet d'indiquer au laboratoire de référence qu'il va falloir qu'ils aillent chercher ces échantillons-là quand ils vont arriver pour faire les analyses pour confirmer s'il s'agit d'un sang rare. En termes de suivi par la suite, donc nous, on fait les démarches avec le donneur, c'est-à-dire avec le patient, avec les frères et sœurs. Donc, au niveau du centre hospitalier, quand vous nous envoyez le consentement de ce patient-là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va vous envoyer un accusé de réception du consentement, donc pour dire qu'on a bel et bien reçu le consentement pour ce patient-là. Et à tous les 3 mois, on va vous envoyer un bilan dans lequel vous allez avoir la liste des patients pour lesquels on a découvert un sang rare à EMA Québec et on va vous indiquer si on a reçu le consentement ou non. Comme ça va vous permettre de savoir si au prochain rendez-vous de ce patient-là, il devrait y avoir la discussion sur le sang rare et la remise de la documentation pour expliquer ce que c'est un sang rare. Donc, ça vous tient un peu au courant de qu'est-ce qui a été pris en charge et qu'est-ce qui n'a pas encore été pris en charge pour vous orienter sur la prochaine visite de cette personne-là. Il y a également un bilan qu'on va appeler le bilan de mi-année. Celui-là est en élaboration. C'est qu'on voulait aussi partager avec vous les succès du programme de sang rare. Donc, toute l'information qui pourrait être présentée, ce serait par exemple le nombre de patients qui ont été identifiés avec un sang rare, le nombre de frères et sœurs qui ont intégré le programme et qui ont fait l'étude familiale, le nombre de dons collectés, le nombre de dons qui ont été congelés et les types de sang rares découverts. On trouve que c'est important de vous faire un suivi pour vous montrer un peu qu'est-ce que ce programme-là nous permet finalement d'aller chercher. Donc, c'est un bilan qu'on va vous partager à la mi-année. Les outils disponibles maintenant,
qui vont vous être envoyés après la rencontre d'aujourd'hui et qui vont être disponibles en ligne. Puis ici, je veux juste mentionner le travail merveilleux de l'équipe Expérience Client qui nous ont développé ces outils-là pour vous permettre d'avoir des outils à partager avec les patients et avec les équipes sur place. Donc, premièrement, les dépliants informatifs. Il y a 2 dépliants qui ont été créés. Le premier à gauche, c'est pour une personne ayant un sang rare et à leur famille. Et à droite, c'est un guide pour les médecins parce qu'on sait que les hématologues, les directeurs médicaux, ce sont des gens qui comprennent bien ce que c'est un sang rare, mais il y a parfois des médecins de d'autres disciplines qui pourraient avoir à tenir cette discussion-là avec leurs patients. Et donc, on voulait les informer sur comment avoir cette discussion-là et les informations qui sont importantes à partager. Donc, ici, on a le guide pour médecins avec les grandes lignes de ce qu'on y retrouve à l'intérieur. Et ici, on a le guide patient qui sert vraiment à rassurer aussi ces patients-là parce que quand on leur annonce qu'ils ont un sang rare, la première réaction qu'ils ont, c'est de se demander comment est-ce que ça peut les impacter. Alors, il y a de l'information qui est vraiment dédiée à ces personnes-là, qui est expliquée de manière très simpliste également. Sur le site web d'Emma Québec, il y a eu beaucoup de mouvements dernièrement, donc vous allez pouvoir y aller. Il y a premièrement du côté gauche, dans la section d'honneur, on explique qu'est-ce que c'est d'avoir un sang rare. Donc, il y a une section qui a été ajoutée. Et du côté professionnel de la santé, on a un onglet maintenant qui s'appelle le programme de sang rare qui est situé sous le menu des produits sanguins. Donc, là-dedans, on va mettre de l'information sur le programme de sang rare. Il y a des capsules informatives qui ont été développées. Donc, ce sont des capsules de moins de 5 minutes chacune qui expliquent en gros qu'est-ce que c'est le sang rare. Et à droite, c'est la capsule qui explique un peu l'information qu'on vous donne aujourd'hui, comment fonctionne le programme de sang rare. Donc, c'est des capsules que vous allez pouvoir aller consulter ou que vous allez pouvoir également partager avec vos collègues qui n'auront pas eu la chance d'assister à la présentation d'aujourd'hui. Quoique je le dis tout de suite, cette présentation-là d'aujourd'hui, elle est enregistrée, donc elle va être partagée avec tout le monde et elle va être disponible en ligne par la suite pour les gens qui ne pouvaient pas y assister. La trousse de départ, donc, qui va vous être partagée, il va y avoir la formation sur le programme de sang rare d'aujourd'hui, donc le lien vers l'enregistrement de la formation, les dépliants informatifs, le formulaire de consentement et les liens pour visionner les capsules informatives que je viens de vous présenter. Donc, comment pouvez-vous nous aider? Bien, en assurant la sensibilisation des patients qui sont identifiés avec un sang rare, en obtenant leur consentement, en nous acheminant ce consentement-là signé du patient, en tentant le plus possible de sensibiliser le patient aux dons allogéniques plutôt qu'aux dons autologues. Et vous pouvez nous informer aussi s'il y a un patient qui a un sang rare, qui se présente dans votre centre hospitalier et qui n'avait peut-être pas été attrapé au moment où est-ce qu'on a découvert ce sang rare-là. Donc, comme le patient dont Jessica faisait référence là, d'il y a 7 ans, ça se peut qu'il y ait des patients comme ça qui se soient présentés, qui soient repartis avant d'avoir les résultats. Donc, c'est important aussi de penser à eux quand ils vont se présenter dans votre centre hospitalier pour qu'on puisse débuter les démarches avec eux. Et si vous avez des questions, des préoccupations en lien avec le programme, vous pouvez utiliser l'adresse sanrare@emaquebec.qc.ca pour toute question ou préoccupation. On va faire un suivi avec vous. Pour terminer, je voulais simplement vous partager un beau succès qu'on a eu à travers le programme pilote. Donc, il y a une donneuse très rare qui a intégré le programme de sang rare et on peut voir en haut, c'est justement le sang qu'on n'avait pas beaucoup à Emma Québec. Une patiente, donc Jika Aneg-Beneg, qui s'est présentée, il me semble bien que c'est au CHU de Québec, Université Laval. Donc, cette patiente-là, elle a été découverte au CH en février 2022 avec un phénotype Jika Aneg-Beneg. En mai, elle a été référée au programme de sang rare et elle a un frère et une sœur qui ont donc fait un don de sang en mai. En juin, les analyses ont été complétées et on a constaté que la fratrie n'avait pas un sang rare, mais cette patiente-là avait une chirurgie planifiée en novembre
elle a donc fait un don autologue à ce moment-là pour permettre d'avoir du sang en réserve pour sa chirurgie. Mais le sang de la chirurgie n'a pas été utilisé, donc il a été retourné chez nous pour être congelé dans notre banque de sang rare. Par contre, c'est un don autologue, donc ce don-là va seulement pouvoir servir à cette patiente-là. Mais cette patiente-là est devenue éligible pour le don allogénique en mai 2023. Elle est donc venue faire son premier don allogénique à Héma-Québec tout dernièrement là, en mai. Donc, je voulais simplement partager cette belle histoire-là et vous rappeler que le sang rare, c'est une denrée qui est précieuse aux ressources qui sont extrêmement limitées. Alors, je vais premièrement arrêter la présentation ici et vous demander si vous avez des questions. Alors, je vois une main levée, un petit instant. Donc, Marie-Ève Bélanger. Oui, j'aurais 2 questions. Premièrement, les patients qui ont des anticorps, est-ce qu'ils peuvent quand même donner du sang? Puis ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce que les dons autologues ne peuvent pas être convertis après en dons allogéniques? Bon, pour répondre à la première question, oui, un patient qui a des anticorps peut donner du sang. Ça, il n'y a pas de problème parce que quand il y a un donneur qui a un sang rare, il y a des anticorps. C'est sûr que si nous devrons livrer cette poche-là en état frais, on va les laver avant l'envoi au centre hospitalier pour retirer toutes les plasmas résiduels qui restent parce que l'anticorps va être présent. S'il va être congelé à ce moment-là, au moment qu'on va les décongeler, ça va tout éliminer. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Votre deuxième question, c'est parce que lorsque une personne fait un odontologue, au niveau du questionnaire médical, c'est un questionnaire qui a très peu de questions parce que ça suppose que les sangs est pour la personne même. Au niveau des marqueurs virologiques, c'est les mêmes pour un odontologue ou allogénique. Donc, c'est pour ça qu'un odontologue est servi seulement pour la personne même, pour elle-même, parce qu'il y a des différences au niveau du critère de sélection, surtout pour les questionnaires médicaux. Parce que quand une personne fait un don allogénique, les questionnaires sont très, très élaborés. Il y en a environ 5 à 9 questions qui sont posées. Jessica, on a une question qui est combien de temps on conserve un sang congelé? Un sang congelé est conservé pendant 10 ans. Par contre, il arrive que nous avons des sangs qui sont extrêmement rares, que nous n'avons pas beaucoup dans notre banque. On peut les prolonger jusqu'à 37 ans. Alors, à chaque année, vers le mois de novembre, décembre, on fait la vérification de tous les dons qui vont périmer dans l'année suivante. Et lorsque nous avons un don qu'on veut le prolonger, on doit passer par une autorisation médicale d'Héma-Québec. À ce moment-là, on va prolonger les sangs parce que dans ces cas-ci, ça veut dire que c'est un sang qui est très rare. On ne peut pas se permettre encore de le jeter. Donc, on peut le prolonger au-delà de 10 ans pour les cas d'exception. Alors, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, c'est le temps de poser vos questions. Puis, en attendant, je veux simplement vous mentionner qu'il y a des documents virtuels qui vont vous être partagés, mais il y a également de la documentation papier qui va vous être acheminée. Alors, on est en train de coordonner les envois avec le service clientèle hôpitaux pour que les guides médecins, les guides patients, le formulaire de consentement puissent vous être acheminés via vos centres désignés. Alors, on va en envoyer d'emblée une petite quantité à chaque centre. Et si vous en avez besoin de plus, vous pourrez toujours écrire à l'adresse sans rare et on va pouvoir vous en envoyer par la suite. Et je veux tout simplement aussi finir en disant que le sang rare, c'est rare. Donc, je veux juste que vous soyez conscients qu'on a vu des chiffres plus tôt, hein, 16 donneurs par année, ce n'est pas un nombre qui est énorme, mais quand on parle de sang rare, c'est plutôt les chiffres qu'on voit. Puis déjà d'être capable d'aller en chercher plus avec ce programme-là,
ça va déjà nous aider. Donc, je rassure beaucoup les gens là, au service clientèle d'honneur aussi qui se disaient, mon Dieu, quand le déploiement provincial va se faire, on va être vraiment submergé. Mais il ne faut pas oublier que c'est un sang rare hein, qu'on cherche. Donc, ça va être vraiment intéressant. Là, j'ai hâte de voir les chiffres des prochaines années. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde. Je ne vois pas d'autres questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à envoyer vos questions à l'adresse sans rare. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et simplement mentionner que la documentation également, elle est disponible en anglais et en français. Donc, elle va pouvoir être mise là, aux patients là, dans la langue qu'ils préfèrent. Alors, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous remercie d'avoir participé à cette rencontre. Alors, à bientôt et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye tout le monde.